L'affaire Winnie Ruth Judd. Meurtre, mystère et injustice. Le matin du 18 octobre 1931, la gare centrale de Los Angeles fut le théâtre d'une scène qui allait devenir légendaire dans l'histoire criminelle américaine. Lorsque le train Golden State Limited arriva de Phoenix, une jeune femme blonde d'environ 26 ans en descendit, sa main gauche enveloppée dans des bandages tachés de sang. Les employés de la gare peinaient à décharger ses bagages. 2 malles noires extrêmement lourdes et une valise beige. Durant le voyage nocturne, la chaleur de l'Arizona avait fait des ravages. Une odeur nauséabonde emplissait l'air autour des bagages, tandis qu'un liquide sombre s'écoulait sous les malles, marquant le sol du quai. H.G. Mapes, le responsable des bagages, reconnut cette odeur. Il n'était pas rare que des gens tentent de faire passer illégalement de la viande de cerf depuis le désert. Il marqua les malles pour inspection. La passagère, élégamment vêtue, prétendit ne pas avoir la clé. Son frère vint la chercher et elle partit simplement, laissant ses bagages derrière elle avant de disparaître dans l'après-midi californien. 4 heures plus tard, les leviers de la police forcèrent la première malle. À l'intérieur, plié et comprimé dans l'obscurité, se trouvait le corps d'une femme. La seconde malle révéla un autre cadavre. Mais ce fut la valise beige qui fit reculer même les détectives les plus aguerris. Des jambes humaines coupées à hauteur des cuisses, un torse, une tête. La presse la surnommerait la femme tigre et la bouchère blonde. Son vrai nom était Winnie Ruth Judd. Et ce n'était que le début de l'une des affaires criminelles les plus bizarres d'Amérique. Un récit de jalousie, de trahison et d'un système judiciaire qui s'était peut-être complètement trompé. Origine d'une tragédie, Winnie Ruth McKinnell naquit le 29 janvier 1905 à Oxford, dans l'Indiana. Son père, le révérend H.G. McKinnell, était un pasteur méthodiste qui déplaçait constamment sa famille de ville en ville, prêchant le salut tout en élevant sa fille sous la discipline stricte caractéristique de la vie religieuse du début du XXe siècle. Sa mère, Carrie, tenait un foyer traditionnel. En apparence, Ruth, comme on l'appelait, eut une éducation respectable. Mais respectabilité n'était pas synonyme de bonheur. À 17 ans, Ruth prit une décision qui définirait sa vie problématique. Elle épousa le docteur William C. Judd, un vétéran de la Première Guerre mondiale de plus de 20 ans son aîné. William était revenu de la guerre avec des blessures invisibles et une dépendance à la morphine qu'il ne parvenait pas à vaincre. La drogue avait commencé comme un soulagement pour ses blessures, mais était devenue sa prison. Le jeune couple déménagea au Mexique, où William tenta d'établir un cabinet médical. Mais la morphine le dominait. Il ne pouvait pas garder un emploi. Il déménageait constamment, ne s'installant jamais, ne trouvant jamais de stabilité. L'argent manquait toujours. La santé de Ruth commença à décliner. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, une source de profonde douleur à une époque où la valeur d'une femme était souvent mesurée par la maternité. En 1930, le mariage n'existait plus que sur le papier. Ruth et William vivaient séparément, bien qu'ils maintiennent le contact par lettres et visites occasionnelles. Phoenix, un nouveau départ, une fin tragique. Ruth avait besoin de recommencer. Elle avait besoin de distance. Elle avait besoin de se trouver. Elle déménagea à Phoenix, en Arizona, une ville désertique en pleine croissance comptant un peu plus de 48 000 habitants. Le climat sec devait aider sa santé. Elle trouva du travail comme gouvernante pour une famille riche, s'occupant de leurs enfants. Phoenix était chaude, poussiéreuse et pleine de possibilités. C'est aussi là qu'elle rencontrerait l'homme qui allait détruire sa vie. John G. Halloran, que tout le monde appelait Happy Jack, avait 44 ans. Il était bien introduit et dangereux de la manière dont les hommes charmants le sont souvent. Il possédait des entreprises, connaissait des politiciens et circulait dans la société de Phoenix comme s'il possédait la ville. Il était également marié, ce qui ne l'empêchait pas de courtiser d'autres femmes. Sa réputation de séducteur était connue. Les gens chuchotaient, mais personne ne le confrontait. Ruth était jeune, vulnérable et en manque d'attention. Quand Halloran tourna son regard vers elle, Ruth tomba éperdument amoureuse. Leur liaison commença rapidement. Il la faisait se sentir spéciale, désirée, vivante. Elle ne pensa pas aux conséquences. Elle ne pensa pas à sa femme ni à son propre mari au Mexique. Elle se sentit simplement désirée pour la première fois depuis des années. Les amis qui deviendraient des victimes. Après quelques mois, Ruth changea d'emploi, devenant secrétaire médicale à la Gruno Medical Clinic à Phoenix. C'est là qu'elle rencontra 2 femmes qui deviendraient ses amies et, finalement, ses victimes. Anne Leroy avait 27 ans et était technicienne en radiologie, avec un esprit vif et un comportement réservé. Son vrai nom était Agnès Anne, mais elle utilisait Anne. Sa colocataire, Sammy Samuelson,
avait 24 ans et luttait contre la tuberculose. Elles avaient déménagé ensemble depuis l'Alaska, espérant que l'air sec du désert de l'Arizona guérirait les poumons de Sammy. Toutes deux étaient éduquées, professionnelles et indépendantes, des qualités rares pour les femmes en 1931. Ruth devint proche d'Anne et de Sammy, allant même jusqu'à vivre avec elles dans leur bungalow, loué pendant quelques mois au début de 1931. 3 femmes, 3 histoires différentes, partageant un espace dans la chaleur de Phoenix. Mais quelque chose tourna mal. Des disputes commencèrent, les tensions montèrent. Ruth partit et loua un appartement à proximité. Qu'est-ce qui causa la séparation? L'accusation affirmerait plus tard que c'était la jalousie à propos d'hommes, en particulier Happy Jack Halloran. Anne et Sammy connaissaient toutes deux Halloran socialement. Certains murmuraient qu'Anne aurait pu également avoir une liaison avec lui. D'autres disaient que les 3 femmes s'étaient simplement disputées à cause de différences de personnalité et de style de vie. Quelle que soit la vérité, en octobre 1931, l'amitié était brisée. Ruth voyait toujours Halloran, toujours désespéré de son approbation, de son affection, de sa promesse de quelque chose de mieux. Et ce désespoir allait devenir mortel. La nuit fatale, le 16 octobre 1931, un vendredi soir. Selon le témoignage ultérieur de Ruth, Anne l'invita au bungalow au 29 North 2nd Street pour jouer au bridge. Une 4e femme devait se joindre à elle, mais elle était déjà partie. Ruth arriva en s'attendant à des cartes et à une conversation. Au lieu de cela, elle entra dans une confrontation. Les détails exacts restent contestés à ce jour. Ruth affirmerait plus tard qu'Anne et Sammy l'avaient agressée physiquement parce qu'elle avait présenté Halloran à une autre femme et qu'elles étaient furieuses. Elle dit qu'elles s'en prirent à elle physiquement, qu'elle craignit pour sa vie et qu'elle saisit une arme en état de légitime défense. Mais l'accusation brossa un tableau différent. Ils soutinrent que Ruth avait planifié les meurtres, que la jalousie pour l'attention de Halloran couvait depuis des semaines et qu'elle avait apporté un pistolet de calibre .25 au bungalow avec l'intention de tuer. Ce que nous savons avec certitude, c'est ceci. Anne Leroy et Sammy Samuelson furent abattus cette nuit-là. Anne mourut d'une seule balle. Sammy, selon le témoignage de Ruth, entendit le premier coup de feu et accourut. Une lutte s'ensuivit. Sammy fut également tué. Ruth subit aussi une blessure par balle à la main gauche, soit à cause de la lutte, soit, comme les procureurs le suggérèrent plus tard, une blessure auto-infligée pour étayer son histoire de légitime défense. La dissimulation sinistre. Puis vint ce qui se passa ensuite, la partie qui rendrait cette affaire tristement célèbre. Ruth appela Halloran. Il vint au bungalow et vit ce qui s'était passé. Selon Ruth, Halloran prit le contrôle. Il alla au garage et revint avec une grande malle noire. Il lui dit de ne rien dire à personne. Ensemble, ou du moins c'est ce que Ruth prétendit, ils s'occupèrent des corps. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus sombre. Quelqu'un démembra le corps de Sammy Samuelson. Sa tête, son torse et le bas de ses jambes furent placés dans une malle noire. Ses cuisses furent mises dans une valise beige. Ses bras se retrouvèrent dans une boîte à chapeau. Le corps d'Anne resta intact, entassé dans une seconde malle noire. Le démembrement était précis, avec des coupes nettes, une connaissance chirurgicale. Ruth travaillait comme secrétaire médicale. Elle n'avait aucune formation en anatomie ou en boucherie. Alors, qui a découpé le corps de Sammy? Cette question entrait l'affaire pendant des décennies. Pendant 2 jours, les corps restèrent cachés. Puis, le dimanche 18 octobre, Ruth passa à l'action. Elle monta à bord du train Golden State Limited, à la gare Union de Phoenix, à destination de Los Angeles. Sa main gauche était bandée. Elle transportait les 2 malles noires, la valise beige et la boîte à chapeau. Les bagages étaient incroyablement lourds. Les employés des chemins de fer durent l'aider à les charger. Le voyage de nuit fut long. La chaleur de l'Arizona transforma les malles en four. Lorsque le train arriva à la gare centrale de Los Angeles, l'odeur était sans équivoque. La découverte et la fuite. Le responsable des bagages, A.J. Mapes, soupçonna immédiatement de la viande de cerf illégale, un problème courant de contrebande dans les trains se dirigeant vers la côte ouest. Il marqua les malles pour inspection et appela l'agent de district des bagages, Arthur V. Anderson. Anderson demanda la clé à Ruth. Elle prétendit ne pas l'avoir. Son frère, Burton McKinnell, un étudiant à l'Université de Californie du Sud, arriva pour la chercher. Il n'avait aucune idée de ce que sa sœur avait fait. Ruth partit avec lui, abandonnant les malles. À 16h30 cet après-midi-là, Anderson appela le département de police de Los Angeles. Les officiers arrivèrent et forcèrent les serrures. Ce qu'ils trouvèrent
fit la une des journaux dans tout le pays. Pendant ce temps, Ruth avait disparu dans Los Angeles. Burton l'avait déposée quelque part en ville, ignorant toujours l'horreur contenue dans ses malles. La police lança une chasse à l'homme massive. Les journaux criaient l'histoire « Femme tigre »,« Bouchère blonde »,« Meurtrière au mâle ». La presse avait trouvé son monstre. Ruth se cacha pendant 5 jours. Finalement, le vendredi 23 octobre, elle se rendit dans une entreprise de pompes funèbres. Le symbolisme ne passa pas inaperçu. La scène de crime contaminée. De retour à Phoenix, la police entra dans le bungalow où Anne et Sammy avaient vécu. Mais la scène de crime était déjà contaminée. Voisins et journalistes avaient été autorisés à entrer. Les preuves furent perturbées, déplacées ou détruites. Le propriétaire y vit une opportunité et publia des annonces dans les journaux proposant des visites du bungalow du meurtre pour 10 cents par personne. Des centaines de curieux passèrent, touchant à tout, fixant les taches de sang. Lorsque les avocats de la défense de Ruth soulevèrent ce point au procès, il était trop tard. La scène de crime originale était irrémédiablement corrompue. La police affirma que les femmes avaient été abattues dans leur lit pendant leur sommeil. Mais les 2 matelas manquaient lorsque les enquêteurs arrivèrent. L'un fut retrouvé plus tard dans un terrain vague à des kilomètres de là, sans tache de sang. L'autre matelas ne fut jamais retrouvé. Personne ne put expliquer pourquoi un matelas s'était retrouvé si loin de la scène de crime, ni ce qui était arrivé au second. Il y avait d'autres questions également. Des témoins rapportèrent avoir vu la pacarde grise distinctive de Halloran près du bungalow la nuit des meurtres et de nouveau le lendemain. Si Ruth avait agi seule, pourquoi sa voiture était-elle là? S'il l'avait aidée, pourquoi n'a-t-il pas été inculpé? L'enquête fut bâclée, politique et influencée par la structure sociale de petite ville de Phoenix. Halloran était puissant, bien introduit et protégé. Ruth était une étrangère, une femme qui avait une liaison avec un homme marié. En 1931, cela faisait d'elle une cible facile. Le procès. Le procès de Ruth commença le 19 janvier 1932 au tribunal du comté de Maricopa. Le juge Howard C. Speakman présidait. La salle était comble. La presse couvrit chaque instant. Curieusement, Ruth fut jugée uniquement pour le meurtre d'Anne Leroy, le corps qui n'avait pas été démembré. Elle ne fut jamais accusée d'avoir tué Sammy Samuelson. Les procureurs n'ont jamais expliqué cette décision, mais cela évitait la question difficile de savoir qui avait réellement découpé le corps de Sammy. L'argument de l'État était simple, Ruth a assassiné Anne dans un accès de jalousie à propos de Happy Jack Halloran. La relation entre les 3 femmes s'était détériorée au fil des semaines. Les disputes s'étaient intensifiées. Ruth a apporté une arme au bungalow avec l'intention de tuer. La blessure par balle à sa propre main était auto-infligée pour créer une fausse allégation de légitime défense. Les avocats de la défense de Ruth plaidèrent à la folie. Ils n'ont jamais formellement présenté un argument de légitime défense, ce qui serait plus tard considéré comme une erreur critique. Ruth n'a pas témoigné à la barre pour sa propre défense, une autre décision qui a soulevé des questions. Le 8 février 1932, le jury déclara Ruth coupable de meurtre au 1er degré. Ils recommandèrent à la mort. Le juge Speakman la condamna à la pendaison le 17 février 1933. Un rebondissement surprenant. Mais alors, quelque chose d'inhabituel se produisit. 4 jurés se présentèrent avec des déclarations sous serment. Ils affirmèrent n'avoir voté pour la mort que parce que leur collègue juré Dan Kleinman, un ancien maire de Mesa, les avait convaincus que c'était le meilleur moyen de forcer Ruth à nommer ses complices. Ils croyaient qu'elle parlerait pour éviter la potence. Ils n'avaient jamais eu l'intention qu'elle meure réellement. Ils supplièrent le juge Speakman de commuer la peine en prison à vie. Les avocats de Ruth découvrirent que Kleinman avait dit à des gens avant le procès qu'il avait déjà pris sa décision. Ils voteraient pour condamner et envoyer Ruth à la potence, peu importe les preuves présentées. Ils firent appel sur la base de l'inconduite du jury. Tous leurs appels furent rejetés. Puis Ruth fut examinée par des psychiatres. Après une audience de 10 jours, elle fut déclarée mentalement incompétente. Le 24 avril 1933, au lieu d'être pendue, Ruth fut envoyée à l'asile d'État de l'Arizona pour les aliénés. Elle y passerait les 40 années suivantes à essayer de s'échapper. Le destin de Happy Jack. Lorsque la liaison entre Ruth et Halloran devint publique pendant son procès, les autorités ne purent plus l'ignorer. Le 30 décembre 1932, un grand jury inculpa Halloran comme complice de meurtre. Son audience préliminaire en janvier 1933 fut le moment que Ruth attendait. Elle témoigna pendant près de 3 jours, de manière émotive et détaillée. Elle dit au tribunal « Je vais être pendue pour quelque chose dont Jack Halloran est responsable.
J'ai été condamné pour meurtre, mais j'ai tiré en état de légitime défense. Jack Halloran a fait disparaître toutes les preuves. Il est responsable de tout ce que je traverse. Il est coupable de tout ce dont je suis coupable. Ruth témoigna qu'elle était allée au bungalow pour jouer au bridge, qu'une dispute avait éclaté. Khan et Sami l'avaient attaquée et qu'elle les avait tués en état de légitime défense. Elle dit que Halloran était arrivé après les meurtres, avait vu les corps et avait pris le contrôle. Il apporta la malle du garage. Il lui dit de garder le silence. Sous contre-interrogatoire, elle admit avoir réemballé le corps démembré de Sami 2 jours après les meurtres. Mais elle n'admit jamais avoir découpé le corps elle-même. Halloran ne témoigna pas. Son avocat argua que l'histoire de Ruth était celle d'une personne démente. Il affirma que si Ruth avait tué en état de légitime défense, alors aucun crime n'avait été commis. Par conséquent, Halloran ne pouvait pas être complice d'un crime qui n'existait pas. Il demanda un non-lieu. Le 25 janvier 1933, le juge fut d'accord. L'affaire contre Halloran était incohérente, dit-il. Le juger serait un geste vain. Halloran sortit libre, mais la liberté avait un prix. Sa réputation était détruite. Ses partenaires commerciaux prirent leur distance. La société de Phoenix lui tourna le dos. Il déménagea à Tucson, où il mourut en 1939. Des décennies d'incarcération et d'évasion. Ruth passa des décennies à l'hôpital d'État de l'Arizona, anciennement l'asile d'État de l'Arizona pour les aliénés. Elle n'était pas une patiente modèle. Entre 1933 et 1963, elle s'échappa 6 fois. Lors d'une évasion, elle marcha jusqu'à Yuma en suivant les anciennes voies ferrées de la Southern Pacific, un voyage de plus de 200 miles à travers le désert. Chaque fois, elle fut capturée et ramenée. En 1952, le gouverneur G. Howard Pyle commua officiellement sa peine de mort en prison à vie, mais elle resta à l'hôpital. Puis vint son évasion finale. Le 8 octobre 1963, utilisant une clé qu'un ami lui avait fait passer, Ruth sortit par la porte d'entrée de l'hôpital et disparut. Cette fois, elle réussit. Elle se rendit dans la région de la baie de San Francisco et devint employée de maison pour une famille riche sous le nom de Marion Lane. Elle travailla dans leur manoir avec vue sur la baie pendant 6 ans. La famille l'adorait. Elle était fiable, gentille, travailleuse. Ils n'avaient aucune idée de qui elle était vraiment. Mais en 1969, quelqu'un la reconnut. Le 18 août, elle fut arrêtée et renvoyée en Arizona. La liberté finale. Ruth engagea le célèbre avocat Melvin Bailey pour se battre pour sa libération. Le gouverneur de l'Arizona, Jack Williams, accepta en privé de signer sa libération conditionnelle à condition que cela reste discret. Mais Bailey convoqua une conférence de presse exigeant la libération immédiate de Ruth. La publicité força l'autre avocat de Ruth, Larry DeBus, à renvoyer Bailey. Pourtant, l'opinion publique avait changé. Les gens se demandaient si Ruth avait vraiment été coupable. Le 26 octobre 1971, le Conseil des grâces et des libérations conditionnelles de l'Arizona recommanda la clémence. Le gouverneur Williams commua sa peine. Le 22 décembre 1971, 40 ans après les meurtres, Ruth Judd sortit de détention en femme libre. En 1983, l'Arizona lui accorda une libération totale. Elle n'était plus en liberté conditionnelle. Elle retourna en Californie pour travailler pour la même famille qui l'avait employée en tant que Marion Lane. Plus tard, elle déménagea à Stockton, en Californie. Dans ces dernières années, elle retourna à Phoenix. Le 23 octobre 1998, Ruth mourut à 93 ans. C'était exactement 67 ans jour pour jour après s'être rendue à la police à Los Angeles. Les questions sans réponse. Ruth Judd était-elle une meurtrière de sang-froid ou une victime des circonstances? Avant sa mort en 1992, la journaliste d'investigation Jana Bommersbach publia The Trunk Murderess, Winnie Ruth Judd, un livre qui remettait en question toute l'histoire officielle. Bommersbach interrogea longuement Ruth et découvrit des preuves troublantes. Le démembrement du corps de Sami montrait une précision chirurgicale. Les photos de l'autopsie révélaient des coupes nettes faites par quelqu'un ayant des connaissances anatomiques. Ruth n'avait pas une telle formation. Elle était secrétaire médicale, pas médecin. Ruth aurait-elle pu physiquement soulever les corps et les mâles seuls? Ils étaient extraordinairement lourds. Bommersbach découvrit également que les premiers rapports de journaux mentionnaient qu'Anne avait été abattue avec une balle d'un calibre plus gros que l'arme de 25 que Ruth était censée avoir utilisé. Y avait-il une deuxième arme, un deuxième tireur? Puis il y avait le Dr Brown. Selon une infirmière nommée Ann Miller, qui travaillait à l'hôpital d'État de l'Arizona,
Ruth lui aurait un jour confié qu'un Dr Brown lui avait rendu visite en prison, en disant qu'il voulait tout avouer. Plus tard, Miller en parla à un avocat de Phoenix. L'avocat confirma « Le Dr Brown est venu à mon bureau et voulait raconter toute l'histoire. Il a pris rendez-vous pour la semaine suivante, mais il est mort la veille. » Le Dr Brown est mort en juin 1932 d'une maladie cardiaque à 44 ans. Certains ont spéculé qu'il s'agissait d'un suicide. Un journal de New York rapporta à l'époque un deuxième homme aurait probablement été inculpé si la mort n'était pas intervenue. Le Dr Brown a-t-il démembré le corps de Sammy? Aloran était-il plus impliqué que quiconque ne l'a admis? La police de Phoenix protégeait-elle des hommes puissants aux dépens de Ruth? En 2014, des chercheurs découvrirent une lettre écrite par Ruth en avril 1933 à son avocat. Dans celle-ci, elle affirmait avoir planifié et exécuté seule le meurtre d'Anne par jalousie envers Aloran. Elle écrivit qu'elle n'avait pas prévu de tuer Sammy, mais l'a fait lorsque Sammy est entré sur les lieux. Elle affirma avoir manipulé et transporté les corps seuls. Certains croient que cette lettre est la véritable confession de Ruth. D'autres pensent que c'était une manœuvre stratégique, soit pour renforcer sa défense de folie, protéger Aloran, ou même l'incriminer en avouant un crime pour lequel il pourrait alors être accusé de complicité. Justice ou injustice? La vérité est morte avec Ruth en 1998. L'affaire Winnie Ruth Judd expose les recoins les plus sombres de la justice américaine des années 1930. Une scène de crime corrompu, un jury manipulé par un membre puissant. Une femme peut-être innocente condamnée à mort, tandis que des hommes bien introduits s'en sortaient libres. Une presse qui se souciait plus des gros titres sensationnels que de la vérité. Ruth était-elle une meurtrière? A-t-elle tué en état de légitime défense? Quelqu'un d'autre a-t-il commis la violence réelle tant dit? Quel portait le chapeau? Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude, mais son histoire nous rappelle que la justice n'est pas toujours juste et que la vérité n'est pas toujours ce qu'elle semble être.